Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, oui, donc journée mouvementée hier sur le front des tarifs. Encore une fois, voici donc, on est un peu de retour au scénario initial qui était de 25 % de tarifs pour tous les pays, non seulement pour le Canada et le Mexique, mais de 25 % sur l'acier et sur l'aluminium. Donc, tarifs qui entraient en vigueur à compter d'aujourd'hui, 12 mars. 25 plus tôt que 50, parce qu'à un moment donné, au plus fort de la tension hier, c'était des tarifs de 50 % qui nous pendaient au bout du nez pour le Canada. Et là, ce qui a tout changé... En réplique à Doug Ford. C'est ça. Et ce qui a tout changé, c'est le recul de Doug Ford qui met sur pause sa menace, donc, d'instaurer des tarifs de 25 % à l'exportation sur l'électricité. Ça aurait touché 3 États américains, New York, l'État du Minnesota et le Michigan, 1,5 million d'Américains. Jeudi, il y aura une rencontre à Washington entre M. Ford, le ministre des Finances fédéral Dominique Leblanc et le secrétaire au commerce Howard Lutnick. Les deux se sont parlé. Ils ont émis donc un espèce de communiqué conjoint sur les réseaux sociaux hier pour dire, là, on va faire baisser la pression un peu. Là. M. Ford a reculé sur ses tarifs. Geste salué quand même par le président américain. Là. Il a respecté M. Ford pour ce qu'il a fait. Il l'appelle Premier Ford. Et non le gouverneur. Il l'appelle par son titre. Oui. Alors, visiblement, le fait de lui avoir tenu tête un peu, parce que j'entendais plusieurs analystes qui disaient M. Ford n'aurait peut-être pas dû faire ça, ça met tout le monde dans le trouble. Bien, visiblement, M. Trump l'a respecté. Il y a vraiment deux côtés à cette médaille-là. Parce que c'est sûr que si tu te mets hier midi, mettons, quand les tarifs étaient à 50 % là, de Trump, t'es un résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu t'écoutes un peu. Là, le premier ministre de la province voisine part en peur sur l'électricité, puis là, c'est notre région, l'aluminium, qui va être frappé à 50 % qu'on pourra plus vendre aux Américains. Alors, il y avait de quoi dire. Et c'était toute la question de dire, OK, mais là, est-ce que le Canada a une réponse coordonnée ou est-ce que Trudeau a tout échappé? Puis là, chacun des premiers ministres de province fait ses affaires, l'Ontario fait ses affaires. Mais quand tu le regardes ce matin, tu te dis, OK, Trump le respecte, l'appelle par son nom, là, c'est un des seuls politiciens sur Terre qui n'a pas de surnom puis que son titre n'est pas... et il y a une rencontre au sommet avec le secrétaire au commerce, M. Lutnick, demain. Alors que les premiers ministres des provinces n'ont jamais été considérés comme les États-Unis, étaient traités comme des maires de village jadis. Fait qu'il reste que Ford a dérangé le président, obtenu un certain respect. Mais, bon, ce qu'on nous dit... Il semble qu'hier, il y a eu une certaine panique et que c'est Dominique Leblanc. Dominique Leblanc joue un rôle vraiment important. En fait, je dirais au cours des dernières semaines, là, il est plus premier ministre que Justin Trudeau. Justin Trudeau fait un discours là, au lutrin. Tout le monde dit « Ah, il est bien bon, il se tient debout au nom du Canada. » Mais celui qui pilote, là, c'est Dominique Leblanc. Et semble-t-il... Moi, Dominique Leblanc m'a confié en ondes et hors des ondes là, que... Il y a une ligne directe, lui, avec Lutnick. Pas avec Trump. Mais avec le secrétaire au commerce. Là. Il se texte le soir, il vraiment par message texte. Bonne nuit, Howard. Bonne nuit. Fait que c'est ça. Donc, hier, j'ai l'impression que Leblanc joue un rôle pour dire à Lutnick, garde, là, Ford, je vais le calmer. Là, il va y retirer... il parlait, là, il va y retirer ses surtaxes sur l'électricité puis tout ça, puis organiser la rencontre. Et Dominique Leblanc va être à la rencontre. Exact. Donc, on laisse pas Ford tout seul. Non. et parlant de Ford, il déjeune avec Mark Carney, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est une autre histoire. Mm-hmm. C'était une autre histoire. Et selon notre collègue Emmanuel Latraverse, toujours bien informé, c'est pas... Hier, là, M. Ford à MSNBC, parce qu'il a donné des entrevues toute la journée aux États-Unis, des grandes entrevues dans les plus gros réseaux américains là, de nouvelles. À un moment donné, on l'a questionné sur Mark Carney. Lui, il est supposé être un conservateur, Doug Ford. Mark Carney, premier ministre libéral, là, qui est futur premier ministre libéral. Il dit c'est un homme compétent en finance, comme on a rarement vu, puis tout ça, puis les compliments. Mais voyons, Poilievre dans tout ça. Et Emmanuel a su qu'ils se sont jamais rencontrés. C'est incroyable. Pierre Poilievre n'a jamais, chef conservateur au Canada qui veut devenir premier ministre conservateur du Canada, n'a jamais rencontré Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. Comment t'expliques ça? Ils s'entendent pas bien? Ou il y a de la friture de grosses fritures sur la ligne. Et leur stratège principal, à l'un et l'autre, le stratège principal de Poilievre et de Ford, c'est des ennemis jurés. Ah, c'est sûr, ça aide pas. Ça aide pas. Mais ça devrait pas nuire non plus. C'est-à-dire que Pierre Poilievre, quand il est arrivé chef des conservateurs, aurait dû mettre dans le top des priorités
ça deviendra peut-être pas mon meilleur chum, mais il faut que j'améliore, il faut que j'aie une relation correcte avec mon ami conservateur en Ontario. Là. Il s'est jamais occupé de ça, il n'a jamais lunché. Regarde, faut qu'on aille luncher, faut qu'on aille souper, faut qu'on prenne le temps de jaser. Jamais, aucun lien. Alors, c'est à se demander, est-ce que Doug Ford, malgré qu'il soit un conservateur, ne souhaite pas l'élection de Mark Carney? C'est quasiment à se demander ça. Si c'était le cas, il ne serait pas le seul. Il y a un sondage qui nous dit qu'il y a beaucoup de Québécois qui pensent ça. Là. Plusieurs sondages intéressants. Il y en a 2 qui retiennent notre attention ce matin. D'abord, un sondage léger, le journal TVA. Qui, lui, est au Québec. Qui, lui, est spécifiquement au Québec. Et il y en a un deuxième, un sondage léger, la presse canadienne, qui va nous amener la grande tendance au niveau Canada. fédéral. Alors, commençons là par ce qui se passe au Québec. Quel serait le leader le mieux placé pour défendre les intérêts du Canada? Et la tendance est très claire, à 37 %, c'est Mark Carney. Pierre Poilievre est loin derrière avec 20 %. Et dans le cas du bon Jack Meat, mentionné pour être poli, là, mais c'est 6 % seulement. Maintenant, dans les intentions de vote, ça place les libéraux en tête à 36 %, 11 points devant les conservateurs à 25 %. On se répète, ça, c'est au Québec. Et ça, c'est toujours au Québec. Le Bloc à 24 % et le NPD à 8 seulement. Et est-ce que les Québécois sont en accord avec la réplique du Canada au tarif? 75 % d'approbation au Québec, 72 % ailleurs au Canada. Je fais une parenthèse pour vous présenter les chiffres dans les intentions de vote au fédéral. Ça, c'est le deuxième sondage léger, la presse canadienne. C'est au coude à coude entre les libéraux à 37 %, un bond de 7, et les conservateurs à 37 % aussi, mais un recul de 6. Le NPD est à 11 % en recul de 2. Parce que ça, c'est le phénomène. Mark Carney est allé chercher beaucoup de votes au NPD, puis au Québec, beaucoup de votes au Bloc. Un peu aux conservateurs, mais pas tant, là, tu sais. C'est vraiment que il a ramené la course, lui a renforcé le Parti libéral, puis a ramené vraiment une lutte à 2. C'est une polarisation. Qui va gouverner le Canada entre Mark Carney et Pierre Poilievre? Là? Ouais. Et dans les chiffres de ce sondage léger, le journal TVA, maintenant pour les intentions de vote sur la scène provinciale, parce qu'on a sondé aussi l'humeur des électeurs, ben c'est le Parti québécois qui est toujours en tête à 30 %, c'est stable. La CAQ, à 24 % fait un gain de 3, ce qui est fascinant dans un contexte avec tout le scandale de Saclic. Mais tu sais ce que ça dit, là? Ce que ça dit, c'est que les gens votent strictement en fonction tarif, exact. L'économie. Ouais. Pour les gens, c'est tellement gros cette affaire-là que ça fait même un scandale comme Saclic. On l'a vu passer. Hein? On l'a vu passer, on n'est pas content, on est fâché. Mais si on avait à voter demain matin, on pardonnerait, en fait, une partie de la population pardonnerait ça à François Legault en disant, ben je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour l'économie puis les tarifs. On va dire, ça doit être un méchant soupir de soulagement à la CAQ. C'est clair. Les libéraux sont en recul de 2 pour se chiffrer maintenant à 19 %. QS est à 12 plus 2 et les conservateurs d'Éric Duhaime sont à 12 % également. C'est un recul de 2. En cas du taux de satisfaction, donc du travail du premier ministre, François Legault est à 48 % là, en réponse aux tarifs. Les répondants sont satisfaits à 48 %, 66 % pour Justin Trudeau. Donc, on a préféré la réponse un peu plus ferme de Justin Trudeau. Dans l'esprit des Québécois, quand même, le François Legault demeure le chef le mieux placé pour faire face à Trump à 26 %. On va avoir une décision de la Banque du Canada aujourd'hui même. Oui, et ça, on est plusieurs à surveiller ça. D'abord, est-ce que le taux directeur va baisser? Est-ce que ce sera encore un quart de point, 0,25? Ou est-ce qu'on va garder ça stable dans le contexte actuel? La Banque centrale avait déjà baissé son taux directeur à 3 % en janvier, en prévision d'une possible guerre commerciale avec les États-Unis. Alors, si c'est une baisse, ce serait la 7e de suite depuis juin, après 10 hausses consécutives entre mars 2022 et juillet 2023. Alors, on aura la réponse au cours de l'avant-midi. Mais c'est fou l'incertitude parce que là, présentement, d'habitude, on le sait à 80 % on sait ce qui va arriver. Là. On devine ou les économistes des banques devinent. Mais là, tu as vraiment les 3 scénarios. Tu as le scénario, la banque ne change pas ses plans, avait prévu réduire d'un quart de point, maintient le cap, on réduit d'un quart de point. Tu as le scénario, il y a tellement d'incertitudes qu'on ne bouge plus. On y touche plus. De toute façon, on verra. La prochaine fois que la banque parle, c'est mi-avril à peu près. Ouais. Puis là, à la mi-avril, on va avoir le 2 avril va être passé, donc la date des tarifs. On va avoir un meilleur portrait de la situation des tarifs, des décisions finales des États-Unis. Qu'est-ce qui en sort?
Puis il y en a d'autres, je vois même qu'ils sont minoritaires, mais certains économistes qui disent non, la banque pourrait baisser d'1 demi-point. On est tellement inquiet, tellement paniqué avec ce qui risque d'arriver à l'économie américaine qu'on pourrait devancer. Donc plutôt que de faire 2 baisses d'1/4 de point ce printemps, de dire on les fait tout de suite aujourd'hui 1 demi-point. Donc il y a comme 3 scénarios là, qui sont sur la table. Donc ça va être une décision quand même très attendue ce matin. On est arrivé peut-être à quelque chose en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis. Oui, l'Ukraine qui a accepté la proposition des États-Unis de décréter un cessez-le-feu de 30 jours. Alors, après 3 ans de guerre, c'est un peu une lueur d'espoir là, à l'horizon. Ouais. Un cessez-le-feu temporaire et partiel. C'est mieux que rien. Là. C'est mieux que rien dans le contexte actuel. Et pendant ces rencontres-là, en l'absence de la Russie, Washington a annoncé aussi la levée immédiate de la suspension de l'aide militaire à Kiev. Ça va faire une grosse différence. Ça avait été mis sur pause à la suite du fiasco là, à la Maison-Blanche entre le président Zelensky et le président Trump. Prochaine étape, la balle est dans le camp de la Russie. C'est la Russie là, qui va devoir donner sa réponse. Hier, Donald Trump a fait une déclaration aussi en disant je vais parler à Vladimir Poutine au cours de la semaine. Moscou aussi a réagi mentionnant qu'il n'était pas exclu, qu'il n'exclut pas des contacts avec des représentants des États-Unis au cours des prochains jours. Ça va être à suivre. G7 dans Charlevoix. En fait, il faut comprendre que la réunion du G7 va avoir lieu, la vraie réunion avec les chefs d'État va avoir lieu au printemps, au mois de juin, en Alberta. Mais là, c'est très important parce que c'est la réunion préparatoire. Mais souvent, la réunion préparatoire est aussi importante que la réunion elle-même qui finalise tout. Et là, c'est Mélanie Joly qui préside ça dans Charlevoix. Oui, avec la présence des ministres des Affaires étrangères des pays du G7, ça commence aujourd'hui. Bien sûr qu'on va parler de l'Ukraine, bien sûr qu'on va parler de la situation au Moyen-Orient également, mais toute la guerre commerciale aussi risque d'être au cœur des enjeux. Ouais, la relation des États-Unis avec le reste du monde. Oui. Sincèrement, Alexandre, Marco Rubio est là. Va être présent, va être au manoir Richelieu, va être présent dans Charlevoix, va participer à la rencontre. On pourrait en déduire que si le secrétaire d'État américain participe à la rencontre préparatoire, c'est que son boss, le président américain, va être présent à la rencontre là, au mois de juin dans l'Alberta. Mais il y a encore un point d'interrogation sur ce bout-là. Est-ce que Marco Rubio, il va juste pour entendre ce qui se dit, puis placoter, puis placer ses pions? Est-ce que Trump va vraiment venir en juin dans une rencontre du G7 où il s'est mis tout le monde à dos, finalement, peut-être à part le Japon, mais tous les autres pays à dos, et en sol canadien, après tout ce qu'il va avoir, j'ai failli dire chier, après ce qu'il va avoir tout dit sur le... tout ce qu'il va avoir dit sur le Canada... Mais il va y avoir des petits malaises. Ça, c'est sûr que si est-ce qu'il va être bien accueilli? Est-ce qu'il va y avoir des manifestants tout le long du chemin? D'après moi, la route entre l'aéroport et l'hôtel où ça se tient, il va y avoir du monde sur l'accotement tout le long pour huer et mettre des pouces en bas. Fait que je sais pas. Ça va être à surveiller. Bon, il y a une entrevue qui s'est passée sur les ondes ici du 99.5 Montréal de Cube qui continue à faire des remous. L'entrevue avec Sophie Durocher, au fait, c'est Louis Morissette qui décide de poursuivre en diffamation Luc Poirier. Les deux se sont présentés à 2 moments différents au micro de Sophie Durocher. Puis, à un moment donné, en ondes, Luc Poirier a mentionné que Louis Morissette touchait des honoraires de 5 000 $ lors d'événements caritatifs pour la Fondation Véro et Louis. Alors, Parce que pour mettre le contexte, c'est qu'elle interviewait Luc Poirier, parce que Louis Morissette l'avait planté, là, Louis Morissette, il disait qu'il y avait un malaise sur l'exposition de sa richesse. Donc, Sophie Durocher a ramené ça sur la table lors de l'entrevue. Puis, Luc Poirier disait que jamais Louis Morissette allait inspirer les gens comme lui pourrait inspirer. Puis, Sophie lui a notamment cette attaque-là. Là, exact. Donc. Puis, Sophie lui disait, est-ce qu'à un moment donné, tu pourrais faire un don pour la Fondation Véro et Louis pour aider les jeunes autistes? Et puis, il a dit, non, je peux pas faire ça parce que Louis Morissette, moi, quand je fais des événements, je touche pas à de l'argent, mais Louis Morissette, lui, touche à des honoraires de 5 000 $ lors d'événements caritatifs pour Poirier la Fondation. s'est excusé après, a dit qu'il n'y avait pas de preuve de ça. En fait, ça n'avait pas l'air tellement vrai. Il semblerait qu'au fait, il y a eu 2 tentatives. Première tentative, il aurait contacté en privé Louis Morissette pour lui dire « Hey, on pourrait peut-être utiliser la controverse pour faire un stun puis mousser la visibilité de la Fondation Véro et Louis. » Après, par l'entremise du cabinet des relations publiques nationales, il a proposé d'essayer de faire descendre la vapeur un peu en faisant des dons pour la Fondation. Louis Morissette, lui, de son côté, ce qu'il demandait, c'est des excuses publiques. Ce qu'il a fait sur sa page Facebook le lendemain de tout ça. Mais ce qu'il n'a pas aimé, Louis Morissette, c'est que dans les excuses, à un moment donné, si je cite l'une des parties de sa publication, c'est que Luc Poirier écrit
J'ai rapporté quelque chose qui m'avait été dit par une connaissance, même si je n'ai aucune raison de douter de cette personne, je ne peux pas la confirmer puisque je n'étais pas présent à ce moment-là. Donc, Louis Morissette trouve qu'il s'excuse pas vraiment puis qu'il en rajoute une couche. Là. Il dit, tu sais, je peux pas douter de la personne qui me dit que tu te donnais de l'argent de ta fondation. Alors, Louis, Véro et la fondation poursuivent pour 1 875 000 $ en dédommagement pour atteinte illicite et intentionnelle à leur réputation et à leur image. Donc, c'est la nouvelle ce matin. La presse a fait les démarches en conséquence pour ça. Ça fait beaucoup réagir. Louis Morissette a toujours nié catégoriquement que jamais il y a eu des honoraires lors d'événements organisés par la Fondation Véro et Louis. Non, mais là, je veux dire, c'est pas compliqué pour Luc Poirier. C'est que ma connaissance, je suis pas avocat, mais je veux dire, il y a un point, il faut que tu prouves le fait. T'sais, la diffamation, là, il y a comme différents aspects. Il faut que ce soit faux. Après ça, il faut que ce soit dans une intention de nuire, une intention malicieuse. Puis après ça, là, tu as la mesure des combien ça vaut. Ça vaut-tu 1 800 000? Ça vaut-tu moins? C'est quoi l'atteinte à la réputation? Où tu l'as fait? Est-ce que c'était public? Combien de gens l'ont entendu? Là? Mais, puis si tu sens, si les avocats de Luc Poirier se rendent compte que, regarde, t'es pas capable de prouver le fait, t'es pas je veux dire, ça peut se régler hors cours là, avec peut-être moins que le montant demandé, mais ça peut se régler hors cours avec un gros chèque. Là. Puis, tu sais, rumeur ou pas, c'est sûr que quand tu commences à avancer des choses comme ça publiquement sur des ondes radio, il faut faire quand même attention à ce qu'on avance. Oui, c'est sûr. Faut que tu sois certain que c'est vraiment. Et si on se mettait à dire toutes les rumeurs puis tout ce qu'on entend, ça finirait plus les accusations non plus. Là. Ça rappelle qu'il faut faire attention. Ça va être à suivre. Bon, du côté positif, Alexandre, une victoire du Canadien. Du côté moins positif, moi qui m'inquiétais de la contribution des deuxième, troisième et quatrième deuxième trio. On n'a pas ça? On a rien qu'un trio. C'est juste Suzuki, Slavkovski puis Caulfield. Hier, c'est juste ça. Ouais, une victoire de 4-2 du Canadien. En fait, à 15 secondes de la fin, Matheson a déblayé son territoire et est allé rentrer dans le filet désert. Et les Canucks, après ça, sont revenus dans le match en troisième période, mais le Canadien repart de Vancouver avec un gros 2 points. Un 2 points important qui ramène le tricolore au plus fort de la lutte dans la course aux séries. Parce que les Blue Jackets sont 8e avec 70 points. On est à 2 points. Il y a cette inquiétude là, de dire, mais si t'as juste un trio, c'est sûr que dans une course, ils vont s'épuiser. On donne le temps de jeu qu'on demande à Suzuki, c'est débile. Il faut que t'aies une contribution d'autres joueurs un peu. Là. La priorité de Kent Hughes cet été, puis même au repêchage, ça va être d'essayer d'aller chercher un bon deuxième centre. Là. Parce que Kirby Dach, oubliez ça, là, ouais. Il est blessé à tous les saisons. Ça sera pas ça la solution comme deuxième centre. Parce que là, le Canadien a un premier trio, puis 3 quatrièmes trios. Le reste, c'est tous des quatrièmes trios qu'on peut interchanger. Ça fait un peu... Ça ressemble à ça. Puis